Interview avec Jean Lavalas sur le séisme récent en Haïti et la situation générale catastrophique en Haïti et les perspectives pour la lutte en Haïti. Alors, je fais cette interview à la demande d'investigation et les amis d'investigation ont écrit quelques questions que je pose maintenant à Jean. Alors, le séisme de magnitude 7,2 en Haïti a fait presque 2200 morts. Le bilan est lourd. On a pourtant déjà vu des tremblements de terre plus forts encore qui a provoqué moins de décès, notamment au Japon et à Cuba. Qu'est-ce qui explique ce désastre en Haïti? Je peux répondre rapidement en disant que d'une part, le gouvernement haïtien n'a jamais donné une importance extra-capitale à tout ça, parce que ça s'était passé, donc pour 2010, c'était passé à Port-au-Prince, donc à la capitale, et aujourd'hui, c'est passé en province. Donc il n'y a jamais une campagne sérieusement vis-à-vis de la façon dont on pouvait bâtir des maisons donc à l'extérieur même de Port-au-Prince, moi à Port-au-Prince. Et ensuite, on peut visiter Port-au-Prince après 11 ans donc, du passage du séisme de 2010. Qu'est-ce qu'on voit? On voit encore les gens qui sont dans les tentes. C'est pour dire que le gouvernement n'a jamais donné d'importance sérieusement à cette histoire. Alors nous avons en fait vu que, comme tu dis, ils n'ont pas pris les enseignements de cette tremblement de terre en 2010. Alors, à cette époque-là, en 2010, on a parlé beaucoup de l'aide internationale pour l'Haïti. Il y a eu des grandes campagnes aussi en Belgique, mais le pays semble pour autant encore être dans la misère. Pourquoi? Quel bilan tirez-vous de cette opération humanitaire? Je peux résumer ça de deux façons. Premièrement, dans un film de Raoul Peck, c'est bien marqué échec humanitaire. Je me souviens, les ONG à cette époque-là ont joué un très grand rôle. Et Investigation avait permis à tout un chacun de comprendre le rôle des ONG en Haïti. Donc, j'avais déjà répondu à cette question, déjà en 2010. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'aide, mais l'aide a été gérée surtout par l'international. Et le gouvernement haïtien a suivi. Donc, le gouvernement de Préval a suivi. Et ensuite, nous avons appris la façon aussi que le CITRH avait distillé cet argent. Comment les choses se sont passées. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Bill Clinton en est en partie grand responsable de l'affaire. Mais le gouvernement haïtien aussi n'a rien fait pour rectifier le tir. Donc voilà la raison pour laquelle que d'une part, que nous sommes dans cette situation. Et deuxième chose, c'est que le Venezuela est arrivé pour nous donner un bon coup de main. Là encore, l'argent du Petro-Caribé a été dilapidé. Et aujourd'hui, le gouvernement haïtien, le gouvernement de Jovenel Moïse, a vraiment pété les plombs parce qu'il a disparu avec la caisse. Le dernier séisme intervient dans un contexte politique très tendu. Le président Moïse a été assassiné le mois dernier. Les élections prévues en septembre ont été remportées jusqu'à la fin de l'année. Comment expliquer cette tension politique en Haïti? Le gouvernement de Moïse, c'est un gouvernement du PHTK, c'est-à-dire l'homme qui a créé le PHTK, c'est l'homme des Américains, c'est-à-dire Michel Martelly. Donc c'est un parti politique de droite. Les tensions, dès que Moïse a pris le pouvoir, Moïse parlait de ce que les paysans pouvaient représenter dans le pays.
Mais qu'est-ce qui est arrivé? Moïse est parti en campagne en prenant contact non pas avec les paysans, mais avec les grands propriétaires terriens. Donc, pour cela, il faut comprendre la situation des classes sociales en Haïti. Et quand Moïse maintenant est revenu, l'oligarchie, c'est-à-dire de la grande bourgeoisie haïtienne, lui ont fait comprendre que il ne faut pas penser à la paysannerie. Il faut surtout penser à ce que le pays devienne vraiment quelque chose de beaucoup plus solide. Et c'est comme ça que Moïse, quand j'ai dit Moïse, parce que c'est très très important de distinguer les Moïse, parce qu'on parle toujours des Moïse en Haïti. Donc Jovenel Moïse, lui, était vraiment l'homme de l'impérialisme américain, et c'est comme ça que les Haïtiens se sont mobilisés pour aller à l'encontre de sa politique, qui est une politique néolibérale. Vous dites que l'oligarchie s'est mise en travers de la politique de Moïse, mais c'est quelle oligarchie? Donc, pas l'oligarchie qui s'est mise en travers, c'est-à-dire Moïse travaillait pour cette oligarchie, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le corps groupe. Le corps groupe est composé surtout du Canada, de la France et des États-Unis. Donc, ce corps groupe expliquait à Moïse ce qu'il fallait faire. La grande bourgeoisie haïtienne est toujours de mise, a toujours été de mise et est toujours de mise avec Moïse, avec Jovenel Moïse. C'est très très important de le souligner parce que Moïse a, par exemple, je peux dire que Moïse a été pour demander que le Venezuela soit sorti de l'OEA, l'Organisation des États américains. C'est Trump qui l'a fait venir et c'est à partir de là que les politiciens haïtiens ont bien compris que Moïse était un serviteur de l'impérialisme américain, l'ennemi principal d'Haïti. Donc c'est ça l'oligarchie. On dit que Moïse a été la victime d'une guerre de clans. C'est les médias qui disent qu'en fait... De quelle guerre de clans parle-t-on? Moïse est l'homme du système. D'ailleurs, quand en Haïti, on a réclamé, c'est-à-dire l'opposition parle de changement de système, qu'est-ce que Moïse a répondu? Moïse est l'homme du système. Moïse a dit, on ne change pas de système, nous allons simplement changer la constitution et faire des élections. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse se trouvait à l'intérieur de son clan, du clan du système, du clan qui a mis le système en place, de ces hommes, une partie de la grande bourgeoisie et les impérialismes, à savoir l'impérialisme français, l'impérialisme américain et l'impérialisme canadien. Mais qui avait intérêt de tuer Moïse? L'intérêt de tuer Moïse, c'est parce que, regardons rapidement le tableau. Moïse est vraiment haï par le peuple haïtien. Il y a manifestation presque tout le temps. Moïse est un corrompu du système. Dans le monde entier, on dit quoi? On dit on veut combattre la corruption partout dans le monde. Une fois, Moïse devait quitter le pouvoir le 7 février 2021. L'impérialiste américain a dit nous tenons Moïse jusqu'à 2022. 7 février 2022, il va y avoir des élections. Si Moïse devait partir en exil, quel pays allait l'accepter? Puisque tout le monde sait que c'est un corrupteur. Moïse était rentré même en conflit avec ses propres hommes. Et c'est la raison pour laquelle que Jovenel, pour finir, l'impérialiste américain a décidé d'éteindre Jovenel Moïse et s'en est servi de la Colombie pour le faire. En fait, c'est les États-Unis qui ont sacrifié Moïse. Les États-Unis ont sacrifié Moïse parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour les Américains.
Les gens essayent de faire des analyses pour dire qu'il y a l'analyse géostratégique. Moïse avait fait un voyage pour venir voir la Turquie. Moïse est en contact avec Poutine, etc. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. L'élément fondamental, c'est que Moïse a fini d'être un très très bon serviteur. Les Américains sont embêtés avec lui. Et à ce moment-là, on l'élimine. C'est tout. Mais l'Haïti est un pays extrêmement pauvre et n'a pas de signification internationale. Pourquoi les États-Unis portent un tel intérêt pour ce petit pays? Les États-Unis portent un intérêt pour Haïti parce qu'il y a premièrement la main-d'œuvre. Vous imaginez que au moment où Biden a pris le pouvoir et Trump en avait déjà parlé, il y a près de 66 000 Haïtiens qui devaient être légalisés. Biden avait dit, il n'y a pas de problème, il faut arriver au pouvoir, on va le faire. Une fois arrivé au pouvoir, Biden a dit, dans 2 ans, donc on va reconsidérer la situation, dans 2 ans, bon, écoute, on verra. Les Haïtiens arrivent aux États-Unis clandestinement, travaillent clandestinement, payent les impôts. Donc, c'est une, si vous voulez, c'est comme une sorte de réserve d'esclaves où de temps en temps, on pousse la population haïtienne à être dans une situation difficile et comme ça les gens prennent la mer et on dit voilà la situation interne d'Haïti et pour cela, donc les Haïtiens sont aux États-Unis. Deuxième intérêt, les États-Unis n'ont jamais aimé Haïti par rapport à l'indépendance d'Haïti même. Et les restes-avec gouvernementaux d'Haïti ont toujours cru que les Américains allaient leur aider pour faire avancer Haïti. Ce sont des faux amis d'Haïti. Donc, les Américains, ensuite, ça tout le monde le sait, et ce n'est pas moi qui vais le dire, et qui vais le redire. Le pourquoi? Parce que s'installer en Haïti, c'est regarder Cuba et surveiller tout ce que Cuba fait. Et ensuite, on a vu la façon dont Chavez a donné un très très bon coup de main à Haïti. N'oublions pas que le Nicaragua, par l'entremise de la théologie de libération, a permis à Haïti de faire un très grand pas pour renverser Duvalier. Donc, quand on étudie tout ça, on voit que les Américains n'ont aucun intérêt à ce que Haïti ne soit pas une terre occupée par eux. Alors, quelle solidarité nous, en Europe et en Belgique concrètement, nous pouvons organiser avec Haïti et les autres pays Caraïbes? Comme je l'ai dit en maintes fois, il faut qu'ici, qu'il y ait ce qu'on appelle, d'une part, une solidarité pour dénoncer ce qui se passe en Haïti et pour dénoncer le rôle des États-Unis en Haïti. Ici en Belgique, par exemple, pour l'Amérique latine, il y a un groupe qui s'appelle ARLAC. ARLAC, c'est un groupe où il y a la solidarité avec tous les pays latino-américains et je dirais même les pays du Sud. Dans ce cadre-là, à partir de cette solidarité-là, il y a la fraternisation de toute la solidarité internationale.